Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Démarrons ce journal africain, comme annoncé en titre, avec l'actualité du côté de la République centrafricaine, où justement les autorités rejettent tout simplement les allégations des experts de l'ONU qui se réfèrent notamment aux exactions imputées aux forces armées et aux instructeurs russes déployés dans le pays. Pour le ministère de la Défense, ces accusations dans leur ensemble sont considérées comme un moyen de ternir l'image de l'armée centrafricaine. Selon le capitaine Firmin Amoulo Malo, porte-parole du ministère de la Défense, il s'agit là d'une volonté manifeste de ternir par tous les moyens l'image de l'institution militaire, alors que celle-ci continue de se consentir d'énormes sacrifices pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Il faut rappeler que dans ce rapport mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONU pour évaluer le respect de l'embargo sur les armes en place en République centrafricaine, les experts évoquent en détail les crimes commis par les groupes armés de la coalition CPC, ses moyens d'approvisionnement et sa responsabilité. Ils font également référence aux exactions imputées aux forces armées centrafricaines et aux paramilitaires russes déployés dans le pays, ainsi qu'au recrutement gouvernemental de milices républicaines de la Centrafrique dans la lutte contre les rebelles. Un rapport factice qui fait dire aux autorités centrafricaines qu'il ne fait aucun doute que cette publication diffamatoire, basée sur des preuves fabriquées et non vérifiées, est tout simplement une stratégie dont le but, du moins ces allégations parues dans ce rapport de l'ONU. Mais on se rappelle quand même que bien avant ce Conseil de sécurité, les autorités centrafricaines avaient déjà donné leur version des faits au travers d'un communiqué venu tout droit du cabinet civil de la présidence de la République. Et donc aujourd'hui, s'il y a une récidive, à quoi cela peut véritablement rimer? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Pourriez-vous répéter? Alors, la question que je posais était de savoir à quoi est-ce que peut justement rimer le rejet de ces accusations ou encore le rejet de ces allégations portées par les experts de l'ONU, parce qu'on sait que ce n'est pas la première fois que les autorités centrafricaines donnent leur position, ou du moins leur point de vue, leur version des faits sur cette affaire de faux rapport. Oui, il faut... C'est une histoire qui se répète. Pendant des années, la présence de l'ONU, la présence occidentale, la présence française n'a jamais abouti à l'instauration de la paix, le retour de l'autorité de l'État et aux populations centrafricaines de pouvoir vivre en sécurité, déjà la première des choses, et qui plus est de pouvoir vivre une vie normale et prospère. Et lorsque l'équipe et le président Touadéra sont arrivés au pouvoir, ils ont pris évidemment conscience qu'il fallait un point d'appui extérieur pour sortir de ce cercle sans fin mis en place par la France-Afrique pour que ça puisse rester et qu'il puisse continuer par le chaos à contrôler le pays et donc ses richesses. Et ce pourquoi nous avons vu par étapes, je ne vais pas refaire la chronologie, mais par étapes arriver les Russes, et aujourd'hui avec les FACA qui sont formés par les instructeurs russes et par le contingent du Rwanda, on a vu que lorsqu'il y a la volonté politique de rétablir l'autorité de l'État en luttant contre les groupes terroristes et le banditisme, on aboutit à quelque chose. Et cela, évidemment, Paris ne peut pas l'accepter. Et aujourd'hui, ils sont dans la phase, évidemment, de dénigrement. Ils dénigrent ceux qui ont réussi et qui luttent encore pour terminer de purger les quelques poches où les bandits éparses ici et là. Et ils ont besoin, donc évidemment, de continuer leur politique d'isolation du pays. C'est leur politique, hein, c'est les blocus, c'est les sanctions. Ils le font partout, contre l'Iran, la Russie, la Chine et bien d'autres pays. Et nous avons aujourd'hui cette politique qui est mise en place. Et pour justifier qu'ils continuent à faire cette politique d'embargo sur les armes, c'est-à-dire de refuser que les FACA puissent avoir les armes nécessaires afin de garantir
totalement la paix et non le retour de par l'étranger de ces milices extérieures pour la plupart du temps, ils ont besoin de ces prétextes de violation des droits de l'homme et ainsi de suite. C'est le classique. Mais le plus amusant dans tout cela, c'est qu'ils vivent dans leur monde d'illusions et ils ne se rendent pas compte que ça ne marche plus, puisque nous savons, ce rapport de l'ONU vient d'un rapport d'une association qui s'appelle The Sentry, qui est une organisation annexe de Soros en Afrique. On sait très bien que Soros est un philanthrope et qu'il n'a évidemment aucun intérêt dans les mines, qu'il n'a aucun intérêt financier, évidemment, à vouloir déstabiliser les pays pour jouer sur ces richesses et certains pays d'ailleurs qui auraient des monnaies pour jouer sur la monnaie afin de s'enrichir. Il l'a fait contre la Grande-Bretagne à un moment et aujourd'hui on va dire, sa prochaine cible, c'est l'Afrique et ça correspond tout à fait à la politique néocoloniale américaine engagée par Obama, dont la France-Afrique aujourd'hui ne fait que suivre les pas pour survivre en réalité. Et donc nous avons cette ONG Sentry qui est l'origine des, comme ils disent, des témoignages confidentiels, c'est-à-dire qu'ils ont des témoignages mais on peut pas savoir qui. Même le rapport n'indique pas qui. C'est un peu comme dans les geôles de la TPI ou de la CPI où vous avez des témoignages, mais même la défense ne peut pas avoir accès aux témoins, ni même pas aux dépositions des témoins de manière anonyme. Bon, pour parler trivialement, c'est du foutage de gueule. Et surtout que cette ONG Sentry dit qu'elle a ces informations de missions qu'elle a fait sur place. Sauf que jamais, mais jamais, le gouvernement centrafricain, non seulement n'a été averti qu'il y avait des missions, mais n'a eu de retour comme quoi il y avait des missions d'observation de ces ONG sur place. C'est du pipeau total. Ils reprennent dans ce rapport justement les violations de cette coalition qui est en fait un regroupement de milices et de bandits, d'extrémistes, voire de djihadistes, pour mieux noyer le poisson en disant les FACA c'est pareil, les méchants Russes bien évidemment ils tuent les enfants le couteau entre les dents puisque ce sont des méchants bolcheviks du KGB, enfin bon les caricatures qu'on peut véhiculer. Et donc aujourd'hui on en arrive à cette situation où vous avez cette propagande de la France-Afrique qui essaye comme avant d'être utilisé au niveau de l'ONU pour justifier la continuation de l'embargo sur les armes et autres afin d'asphyxier et empêcher le retour de l'État centrafricain souverain sur tout son territoire et en tout domaine. Sauf qu'ils ont juste oublié une chose, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, grâce à Afrique Média, on sait qui est qui et qui fait quoi. On voit bien les manipulations et ça ne peut plus fonctionner. Et le gouvernement de Bangui a tout à fait raison aujourd'hui, on le voit d'une manière forte, de pointer du doigt cette usurpation de donneurs de leçons. Et pourquoi la République centrafricaine peut le faire? Elle peut le faire parce qu'elle a retrouvé plusieurs, on va dire, axes de liberté qu'elle a pu avoir grâce à l'armée rwandaise qui est venue porter secours et aux instructeurs russes et à la Russie qui a fourni des armes qui a permis cette dernière victoire que des milliers de soldats et des nombreuses années des forces dites de la communauté internationale, comme ils disent, n'a jamais pu faire, voire même on a eu quand même beaucoup de preuves que les ennemis qui soi-disant combattaient ces organisations et ces structures internationales, je parle des missions militaires, plutôt on va dire financées ou armées. Donc aujourd'hui le bal est fermé, c'est terminé, on sait très bien qui est qui fait quoi, on voit, et Paris comme Washington fonctionnent dans leur monde d'illusions et donc ils reviennent, je vais conclure pour votre question sur cela, ils reviennent à leur politique classique depuis un certain nombre d'années. Diffamation, propagande, blocus, sanctions, ils veulent asphyxier le pays, sauf que la Centrafrique n'est plus toute seule. Elle a des alliés en Afrique et elle a des alliés en Eurasie, dans le cas précis la Russie, et c'est bien ça qui énerve nos amis occidentaux. C'est en cela qu'on peut se dire que nous sommes sur la bonne voie et je me félicite de la déclaration du gouvernement de la République centrafricaine. Enfin, un gouvernement africain peut hausser le ton vis-à-vis de cet Occident qui méprise depuis un peu trop longtemps les gouvernements africains et les peuples africains en essayant de les infantiliser, en les prenant pour des imbéciles. C'est terminé. Une
une dernière pour sortir, Monsieur Boa. C'est vrai que là, le gouvernement centrafricain comme vous venez de le dire, a haussé le ton, a donné justement son point de vue là-dessus. Mais est-ce qu'il suffit tout simplement de rejeter ces accusations, de rejeter justement ces faux rapports pour que tout rentre dans l'ordre? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être que le gouvernement centrafricain puisse également peut-être penser à une stratégie pour totalement détourner ces détracteurs du gouvernement en place? La République centrafricaine a des alliés au sein du Conseil de sécurité, dans la personne de la Fédération de Russie et la Chine qui suit également. Donc elle n'est pas seule, mais bien évidemment ces manipulations à ce niveau-là, de la part des États-Unis et de la France, faut-il le rappeler que ce sont ces deux pays qui au Conseil de sécurité poussent cette propagande et ce soi-disant rapport. On voit bien ici la complicité qu'il y a entre Washington et Paris dans la politique actuelle on peut appeler ça véritablement, c'est du néocolonialisme. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cette ingérence occidentale, américano-française dans le cas précis. Que peut faire le gouvernement? Évidemment, le gouvernement va bien évidemment à New York intervenir pour nier ces accusations. Mais maintenant, on demande au gouvernement sud-africain de se défendre d'accusations non fondées à partir de témoignages confidentiels et de preuves non développées. On demande à la victime de justifier qu'elle est victime et non pas coupable. C'est un peu une inversion de la charge des preuves, quoi. Si l'ONU, enfin, cette commission poussée par Paris-Washington indique qu'il y a ces violations, qu'il y ait une enquête véritablement internationale, légale, et non pas par l'intermédiaire d'ONG privées dont on sait très bien qu'ils sont là simplement comme étant paravent des opérations de la CIA. Donc, c'est un jeu diplomatique habituel. Ils vont évidemment tout faire pour éviter la levée des sanctions, parce que la levée des sanctions, c'est éviter le renforcement des FACA, et c'est empêcher la République centrafricaine de pouvoir profiter de ses richesses qui lui permettraient non seulement d'acheter ses armes, mais surtout de pouvoir cette fois-ci se défaire totalement des ingérences étrangères et enfin de pouvoir développer son propre pays. Donc c'est bien là que se trouve le point essentiel sur lequel il faut appuyer. Et vous avez raison d'indiquer que aujourd'hui on demande au gouvernement centrafricain de se justifier d'accusations dont les accusateurs ne proposent pas sur la table, n'indiquent pas sur la table les éléments de preuve dont ils disent qu'ils disposent. C'est assez risible, c'est un jeu très hypocrite. Ça va durer encore longtemps parce que malheureusement au Conseil de sécurité il faut une certaine unanimité, mais je pense qu'à un moment il va falloir que l'Afrique elle-même se passe de l'autorisation de cette soi-disant communauté internationale qui n'est que l'expression lexicale, je dirais, de l'impérialisme occidental, américano-occidental. Aujourd'hui, et c'est pas à la Russie évidemment de violer cet embargo parce que la Russie est très à cheval sur le droit international, mais il faut avoir le courage, comme l'a fait à un moment le Burundi, de quitter la CPI qui était l'épée de Damoclès de chantage qu'on leur faisait par rapport à une élite politique qui ne voulait pas se soumettre aux injonctions occidentales. On en est sorti aujourd'hui. C'est un pays, c'est peut-être même le seul pays africain qui est totalement souverain. Il faut bien l'indiquer. Je pense que c'est la voie et que la Centrafrique devrait suivre cette voie parce que je pense que ça ferait effet de domino et que d'autres pays africains seraient contents de voir Bangui aller dans cette voie. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. C'est un jeu d'équilibre diplomatique, c'est un jeu d'échecs. Il faut voir plusieurs coups à l'avance. Mais je le répète pour conclure, la Centrafrique a des alliés en Afrique, la Centrafrique a des alliés en Eurasie, et cette communauté internationale alternative, celle-ci aide concrètement. Et que peut faire, à part évidemment ces sanctions, l'Occident? C'est les seules choses qu'il peut faire. C'est pour ça qu'il s'y accroche comme une moule à son rocher. Mais la marée est de plus en plus forte, et à un moment, la moule va se décrocher de son rocher et elle ne pourra que pleurer. On ne peut que le souhaiter. Il ne faut pas croire que ce sera demain. Il y a encore beaucoup de combats à faire. Mais je pense que l'équipe qui est à Bangui, non seulement le président Touadéra, mais l'équipe tout autour du président Touadéra, est assez
on va dire, assez d'expérience pour pouvoir jouer justement avec toutes les cordes dont elle dispose aujourd'hui pour retrouver encore plus de souveraineté. Le combat n'est pas encore gagné. Il sera totalement gagné lorsque cet embargo n'aura plus d'effet concret. À ce moment-là, la Centrafrique, on pourra vraiment indiquer que la Centrafrique est totalement souveraine et bien évidemment, sa situation géographique et ne serait-ce que le nom, pour moi, sera vraiment le synonyme cette fois-ci du départ de la seconde libération de l'Afrique, comme l'a nommé très justement le camarade Luc Michel dans différentes précédentes émissions. À vous, Fabrice Bouhar, d'avoir participé à cette édition du Journal africain.